Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Bizarrement, le jour où j'ai compris, j'étais en Arabie Saoudite. J'étais là, au siège de la plus grande compagnie pétrolière au monde, Saudi Aramco, quelque part entre le désert et le golfe arabo-persique. J'étais arrivé là dans le cadre d'un voyage de presse très encadré. Au menu, il y avait la visite d'une raffinerie rutilante, la découverte des œuvres culturelles financées par l'argent du pétrole et surtout la signature d'un gigantesque projet d'usine pétrochimique de la compagnie française Total et de Saudi Aramco. 9 milliards de dollars pour une usine qui allait produire du plastique pas cher à partir du pétrole saoudien, avec un but, arroser au maximum en Asie et au Proche-Orient. Le patron de Total m'avait alors glissé cette phrase à laquelle j'ai souvent repensé depuis. Grâce au plastique, l'industrie pétrolière a encore de beaux jours devant elle. J'ai compris 3 choses ce jour-là. D'une, qu'on était loin d'être sorti du plastique malgré tous les communiqués de presse pour les produits recyclés que je reçois dans ma boîte mail. De 2, que la production de plastique a toujours soif de plus de pétrole. Et de 3, que le siège d'Aramco, ça ressemble furieusement au repère d'un méchant de James Bond avec des écrans géants qui permettent de tout contrôler à distance. Le plastique, c'est un peu l'angle mort de la transition écologique. Plus de plastique, c'est plus de pollution et c'est aussi plus de pétrole pour le fabriquer. En 2022, on a produit 500 millions de tonnes de plastique. Et si on continue sur cette trajectoire, ce sera 2 fois plus en 2060. Plus fou encore, la moitié des plastiques qui existent dans le monde ont été fabriqués depuis l'an 2000, en une vingtaine d'années tout juste. Que va-t-on faire de tout ce plastique parfois utilisé une seule fois avant d'être rejeté dans la nature ? Pourquoi le plastique pose-t-il des problèmes aussi importants ? Quelles sont nos options pour ne pas finir dans un océan de sacs poubelles ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Nathalie Gontard est spécialiste des emballages, directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. Elle est également l'autrice de Plastique, le grand emballement, paru en 2020 chez Stock. Elle, qui travaille ce sujet depuis de nombreuses années, s'inquiète que le plastique soit devenu hors de contrôle. Bonjour Nathalie Gontard. Bonjour. Alors, le plastique, c'est souvent perçu comme polluant parce qu'on pense évidemment aux océans de plastique qu'on peut voir, aux déchets qu'on retrouve sur les bords de route. Mais ce que vous montrez dans vos recherches, c'est que le plastique, il n'est pas un problème uniquement quand on le jette, il est déjà un polluant dès qu'il est produit. Et ça, je dois dire que c'est pas forcément facile à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Qu'à partir du moment où il est produit, il s'use. C'est-à-dire qu'il va produire des micros et des nanoplastiques pendant des siècles et des millénaires, qu'ils soient déchets ou pas. Et quand on trace, par exemple, l'origine des microplastiques qu'on trouve au fin fond des glaces de l'Arctique, on s'aperçoit qu'il vient de l'usure des bâtiments, de bâtiments encore en utilisation. Lorsqu'on trace les microplastiques des eaux du lac Léman, on s'aperçoit que ces microplastiques viennent des eaux de lavage de vêtements en cours d'usage. Lorsqu'on trace les microplastiques qu'on retrouve dans l'air de certaines zones, on s'aperçoit que ces microplastiques viennent de l'usure des pneus et des routes qui sont toujours en cours d'usage. Donc, le danger lié à la pollution plastique, c'est ce n'est pas le déchet que l'on voit, ce sont ces micros et ces nanoplastiques, et le danger lié au plastique, ce n'est pas seulement lorsque le plastique devient un déchet. Le plastique est dangereux dès le début de sa production et tout au long de sa chaîne de vie. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on vit souvent avec l'idée, ou en tout cas moi, je vivais jusqu'à lire votre livre avec l'idée qu'en fait, si on conservait des objets plastiques longtemps, en fait, comme ça ne devenait pas des déchets, il n'y avait finalement pas d'impact sur l'environnement. Donc, l'idée, c'était plutôt de conserver tout ce qu'on peut conserver le plus longtemps possible. En fait, ce que vous dites, c'est que en fait, pendant toute la période d'usage, le plastique contribue déjà à polluer l'environnement et représente un danger pour la santé. Bien sûr. Alors, en même temps, une fois que le plastique est produit, il est produit. Autant s'en servir, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que le problème, il faut éviter de le produire. C'est pas en se disant on va bien s'occuper des déchets qu'on va diminuer, voire réduire la pollution plastique. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le plastique, il est à ce point en croissance ? Parce que là, on n'est pas du tout en train de s'en débarrasser, en fait. Est-ce que c'est parce que ça permet de produire de manière massive des choses aussi diverses que des tableaux de bord pour les voitures, des Lego Harry Potter, des boîtes de shampoing, des fenêtres ou que sais-je encore ? Le plastique est un matériau merveilleux. Moi, c'est la raison pour laquelle je m'y suis intéressée. C'est un matériau qui a été
conçu par l'homme pour servir l'homme. Plastique et énergie, ce sont vraiment les deux mamelles du progrès après-guerre, qui sont issus du pétrole et qui nous ont apporté énormément de bien-être. Sauf qu'à partir des années 2000, on a vraiment assisté à un emballement. Dans les années 2000, on a augmenté la production, elle est toujours en augmentation, mais dans les années 2000, elle a explosé. C'est-à-dire qu'on a produit le plastique en très grande quantité et à un prix extrêmement faible. Et donc, du coup, ces quantités pharaoniques qui ont été produites, il fallait bien les écouler. Et donc, c'est là qu'on a eu des campagnes de marketing terribles. Et donc, on s'est comme ça lancé dans une course à l'hygiène pendant le Covid, mais une course à la fast fashion, c'est que des fibres plastiques pas chères, à la fast food, des aliments emballés sous plastique, des Parce que courses si on à la regarde vitesse. en proportion, finalement, dans quoi est utilisé massivement aujourd'hui le plastique? Est-ce que c'est d'abord les emballages, plutôt dans la construction, le bâtiment, Alors, dans une l'automobile? grosse part dans les emballages, je dirais presque 40%, mais on a aussi évidemment une part très importante dans, tout ce qui est bâtiment, construction et donc là, c'est pareil. Toutes les maisons, écologiques, bien isolées, elles font appel à du plastique, mais partout, ouais, dans les sols, les murs, là, regardez autour de vous, il y a pas un élément de cette pièce qui ne soit en plastique. Les vêtements, en fait, tous les secteurs industriels, le transport, etc., tous les secteurs industriels ont été plastifiés de la tête aux pieds. Et le problème, c'est que si au début, cette consommation de plastique a été synonyme de modernité et de progrès, aujourd'hui, on sait que le plastique est en train d'empoisonner nos vies et pourtant, on continue d'en utiliser toujours plus. Il y a même un paradoxe, auquel, j'ai pensé en lisant votre livre, qui est que ici on parle souvent, y compris dans ce podcast, de l'empreinte carbone, donc de comment limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous expliquez, c'est que, parfois, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, sur un produit comme par exemple une voiture, on va rajouter du plastique. On va comme ça consommer moins d'énergie, mais on va utiliser plus de plastique. Il y a une sorte de paradoxe comme ça? Eh bien, disons que nous ne disposons pas des connaissances suffisantes pour mettre un chiffre, pour quantifier les impacts des plastiques. Et donc, du coup, dans l'empreinte carbone, les dangers du plastique ne sont pas comptabilisés, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que toutes les transitions écologiques, toutes les technologies de transition écologique ont été développées à grand renfort de plastique, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agriculture. Voilà, on utilise des films de paillage, des serres, etc. Oui, si on prend l'exemple, par exemple, des voitures, on va avoir des voitures plus légères, Voilà, et donc qui vont consommer moins d'énergie, donc ça sera mieux. tout à fait. Simplement, on ne prend pas en compte dans leur cycle de vie, dans leur bilan carbone complet, le fait qu'on ait utilisé du plastique plutôt que de l'acier ou d'autres matériaux. Disons qu'on va prendre en compte le carbone et, enfin, en tout cas, les gaz à effet de serre émis lors de sa production et de son utilisation, mais pas ensuite les conséquences de ces particules plastiques qui vont perdurer pendant des siècles et des millénaires. Ça, c'est pas comptabilisé. Or, le danger du plastique, c'est pas ou très peu les gaz à effet de serre qu'il va émettre lors de sa production ou de son utilisation. Ce sont essentiellement ces micros et ces nanoplastiques que l'on retrouve absolument partout et qui constituent un héritage empoisonné qu'on lègue aux générations d'après. Parce que chaque kilo de plastique produit s'accumule sur Terre. Et aujourd'hui, on en produit 14 tonnes par seconde. C'est monstrueux. Mais s'il y a une très forte augmentation de la demande de plastique, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de pays, et notamment dans un certain nombre de pays du Sud, où aujourd'hui, il y a une demande de pouvoir utiliser plus de plastique. Et donc, c'est difficile aussi de dire de notre chaise ici en Europe, de dire à tout un certain nombre de pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine, non, 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 vous n'utiliserez pas de plastique, alors qu'il a accompagné aussi notre développement pendant des années. Mais de quel droit allons-nous dire à ces pays de réduire leur consommation de plastique alors que nous en consommons 100 fois plus qu'eux? Au départ, on s'est penché sur les déchets. Quand même, on s'aperçoit que c'est pas que le problème des déchets. Notre président Macron dit « Oh là là, oui, c'est une bombe à retardement », mais il se tourne vers les pays producteurs. Moi, je dis non. Si on produit du plastique, c'est parce que nous en utilisons. Et les pays, les plus gros utilisateurs de plastique, ce sont les pays développés. Nous consommons des quantités de plastique pharaoniques. La consommation de plastique est parfaitement corrélée au PIB d'un pays. On n'a pas à se préoccuper des pays du Sud. Actuellement, leur problème, ce sont tous les déchets que nous leur envoyons, les déchets plastiques. Donc, cessons de leur envoyer ces déchets, interdisons à toutes les frontières le passage de nos déchets plastiques. Si nous consommons, nous devons les gérer nous-mêmes, et ce n'est pas encore le cas. Et penchons-nous sur l'utilisation. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est d'abord aux pays industrialisés, aux pays du Nord, qui sont les plus gros consommateurs de plastique,
d'arrêter de changer de pratique et d'arrêter de surproduire du plastique. Mais du coup, est-ce que ça passe aussi par un engagement individuel de chacun, de chacune, à faire un effort pour vivre sans plastique? Celui qui utilise le plastique, c'est l'industriel. Lorsque vous allez à la pharmacie acheter vos médicaments et qu'on vous les sert dans un gros sac plastique épais, estampillé, réutilisable parce qu'il est plus épais, alors que bon, vous savez très bien que vous n'allez pas le réutiliser, eh ben vous le prenez quand même. Donc là, ce sont les industriels qui doivent être ciblés. Ce sont sur les épaules que repose actuellement la réduction de cette pollution plastique. C'est à eux de nous proposer des biens et des services avec le strict minimum de plastique. Parce que je suis pas naïve non plus et je suis quand même quelqu'un de très pragmatique et de très réaliste. Je pense sincèrement qu'on ne se passera jamais de plastique. Et c'est tant mieux parce que le plastique nous rend énormément de services. Mais actuellement quand même, il faut être bien réaliste. Moi, je l'ai évalué à la louche. Les 3/4 des plastiques que nous utilisons ne servent plus du tout notre bien-être. Et donc, c'est à ces plastiques-là auxquels il faut s'attaquer. C'est à chaque secteur industriel de se poser la question. Et bien évidemment, ils ne vont pas se la poser spontanément. C'est à nos politiques de prendre leurs responsabilités et de leur fixer des objectifs de réduction d'utilisation de plastique. Alors la solution, évidemment, qui est souvent proposée pour faire face à la pollution plastique, c'est le recyclage. C'est d'ailleurs pour ça que mes enfants me grondent quand je remplis mal la poubelle jaune. Mais quand on regarde de plus près le recyclage, on se rend compte qu'il est à la fois nécessaire, mais ça concerne des tout petits volumes. Moins de 5% des plastiques au niveau mondial sont recyclés. Mais en plus, paradoxalement, ça ne réduit pas forcément la pollution plastique dans les pays où on recycle beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par un exemple. Il y a des pays qui recyclent très bien le plastique, notamment les Pays-Bas, l'Autriche. Ces pays recyclent près de 50% des plastiques. S'ils recyclaient 50% de leur plastique, ils auraient réduit leur consommation de plastique vierge par 2. Vous êtes d'accord avec moi? Ben non, leur consommation continue d'augmenter. Bon, il y a quelque chose qui cloche quand même. Actuellement, nous avons accumulé une quantité monstrueuse de plastique dans notre environnement. 9 milliards de tonnes. Si on fait la somme de la biomasse animale de tous les êtres vivants qui existent sur Terre, on est à 2 milliards seulement, contre 9. Si on savait recycler, on irait puiser les plastiques qui sont disponibles dans les sols. Nous avons à notre disposition dans les sols 20 années d'utilisation de plastique au rythme actuel. Donc on serait capable d'aller chercher ces plastiques pour les régénérer. Donc on n'aurait plus besoin d'utiliser du pétrole et plus besoin de construire ces plateformes gigantesques pour produire toujours plus de plastique. Oui, mais du coup, ça, je comprends pas très bien. Il est où le problème? Pourquoi on n'arrive pas à recycler tout ce plastique? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on appelle recyclage n'en est pas. Le seul recyclage qu'on sait faire sur le plastique, le vrai recyclage du plastique, c'est le recyclage des bouteilles en PET. On est capable de les nettoyer, de les décontaminer et de refabriquer. Et encore, on peut le faire 1 ou 2 fois. Il y a énormément de pertes, mais bon, quand même, on refait des bouteilles plastiques. Il faut 2-3 bouteilles plastiques pour en faire une. On arrive à peu près à recycler. Mais le problème, c'est que ces bouteilles plastiques, elles représentent moins de 1% des plastiques qu'on utilise. Où sont, par exemple, les 49% restants lorsqu'on affiche 50%? En France, je crois qu'on affiche 22%. Où sont les 21% restants? Eh bien, tout simplement, ce qu'on appelle recyclage n'en est pas. C'est du décyclage. Alors ça, il faut expliquer, c'est-à-dire qu'on fait du plastique de moins bonne qualité. Voilà. Alors, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on ne ferme pas la boucle. On ne retransforme pas la bouteille en plastique. On ne régénère pas le même objet. On va faire un autre objet en plastique dégradé. Puisque du coup, on ne régénère pas le plastique. Le plastique est dégradé. On va tout simplement le mettre en forme et faire un autre objet. Donc, c'est la bouteille en plastique qui va devenir un pull en polyester ou une chaise ou un élément de construction. Et donc, vous pouvez me dire, c'est mieux que rien. Parce que ça donne une utilité, c'est bien. Ben non, c'est pas mieux que rien, c'est pire. Alors pourquoi c'est pire? Parce que ça nous donne d'abord bonne conscience. On se dit, on a donné une utilité à ce déchet plastique, tout va bien. Et donc du coup, on continue à consommer. C'est pire que rien parce que on se dit, comme on a donné une utilité, on a résolu aux déchets, puisqu'on nous a appris à nous concentrer sur les déchets plastiques, on se dit, on contribue à réduire la pollution plastique. Mais pas du tout. Votre pull en polyester recyclé ou votre chaise vont continuer à émettre des microplastiques et donc à polluer. En plus, on fait disparaître des filières entières de matériaux naturels, biodégradables, qui ne posaient pas de problèmes environnementaux. La laine, par exemple, ne voit actuellement plus rien.
Ce plastique recyclé remplace le bois, remplace le métal, qui ne posait pas de problèmes environnementaux. Sauf que ces filières, une fois qu'elles ont disparu, pour les remettre en place, ça va être compliqué. Ce sont des métiers, des filières entières qui disparaissent. Et ensuite, quatrième et dernier point, et c'est pas le moindre, c'est qu'on construit de nouvelles filières industrielles. Donc, ce faisant, on investit. Donc, on construit une dépendance aux déchets plastiques. Donc, ensuite, on est obligé de produire toujours plus de déchets plastiques pour alimenter ces filières. Actuellement, les usines qui utilisent du déchet plastique se plaignent parce qu'elles n'ont pas assez de déchets. Donc, il faut continuer à produire du déchet, donc il faut continuer à produire. On ne met pas en place une économie circulaire, mais ce que moi j'appelle une économie tire-bouchon, c'est-à-dire qu'on va pérenniser justement la production de déchets plastiques et on a besoin de toujours produire toujours plus du plastique vierge et on produit toujours plus de la pollution et on augmente la pollution plastique. Alors avant qu'on parle de ce qu'on peut faire pour essayer de limiter la présence du plastique dans nos vies, je voulais qu'on revienne un peu sur vous et sur votre parcours et pour comprendre aussi comment vous en êtes arrivé à travailler sur le plastique. En fait, ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est que vous avez aimé le plastique pendant des années parce que vous l'avez vu comme une manière justement d'aider l'humanité à avancer, à s'émanciper, à sortir un certain nombre de pays ou de populations de la pauvreté. Alors c'est vrai que moi au départ, je travaillais, pour les pays en développement pendant longtemps et donc c'est vrai que je voyais le plastique, comme quelque chose qui pouvait aussi, les aider eux aussi à vivre mieux. Mais je le vois toujours comme ça. Moi, je vois toujours le plastique comme une forme de progrès. Le problème du plastique, c'est les quantités, monstrueuses qu'on utilise à mauvais escient, c'est l'addiction que l'on en a. C'est pas le plastique en lui-même. Je sais pas, on pourrait faire le parallèle, par exemple, avec les antibiotiques. Bien sûr que si on utilisait les antibiotiques à tout va, ça serait terrible. Le monde tournerait extrêmement mal. Pourtant, on peut pas être contre les antibiotiques qui, lorsqu'on en a besoin, apportent un mieux-être. Je pense que le plastique, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je me suis intéressée au plastique pour ses qualités et je m'y intéresse toujours pour ses qualités et je le respecte toujours pour tout ce qu'il apporte. J'ai grandi dans un milieu très campagnard, avec toutes les, comment dire, ces cycles justement qu'on respectait ou du moins que l'on connaissait, que l'on touchait de près, ces cycles de la matière organique, de la matière végétale, du compost, je sais pas, pour moi ça a toujours été quelque chose d'assez naturel. Comment dire, oui, c'est ça, je crois que j'ai grandi avec ça. Ce plastique m'a toujours paru comme quelque chose d'assez miraculeux. Et je le dis souvent, moi j'ai grandi avec les émois de ces premiers plastiques et notamment de ces sandales en plastique que j'ai pu mettre et qui m'ont permis d'aller me balader dans la rivière, voilà, sans que mes chaussures soient abîmées. Enfin, je trouvais ça assez extraordinaire et en même temps, en ayant cette conscience assez aiguë que c'était un matériau, qui était quand même vraiment étranger, au naturel. Même si au début, mes premiers efforts ont consisté justement à «éduquer» entre guillemets les pays du Sud à l'utilisation de ce plastique, en contrepartie, je me suis très vite aperçue qu'il y avait un petit problème de devenir derrière et c'était pas leur problème à eux, c'était le nôtre, quoi. Mais finalement, vous, de votre expérience en laboratoire et de vos travaux, ce que vous ressortez aussi de ces années d'études sur le plastique, c'est qu'en fait, on ne trouvera jamais ou on n'a pas en tout cas de pistes sérieuses pour trouver une solution de recyclage à portée de main pour toute la quantité de plastique qu'on a? Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai été de toutes les aventures, hein. Le biodégradable au départ, la promotion du plastique parce que c'est un matériau fantastique pour protéger les aliments, le recyclage, hein. Il y a une bonne vingtaine d'années, moi aussi, je me suis dit: «Ben voilà, recyclage, allons-y» et donc j'ai démarré, j'ai travaillé à l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments. Je suis une des chevilles ouvrières de ce groupe, qui a promu le recyclage, qui a permis, l'autorisation du recyclage de ces fameuses bouteilles en PET et cetera. J'y ai consacré presque 18 années, hein, de ma vie à l'EFSA, là-dessus. Donc moi aussi, au début, j'ai pensé que c'était utile et je pense toujours que c'est utile. Mais aujourd'hui, disons que je connais exactement les limites de toutes ces technologies et je sais que toutes ces technologies, quelles qu'elles soient, toutes ces technologies de recyclage, de polymères biodégradables et cetera,
En les mettant bout à bout, ces petites pièces de puzzle, on ne couvrira qu'une infime partie de l'énorme, on ne pourra résoudre qu'une infime partie de l'énorme quantité de plastique que nous produisons et donc de pollution plastique que nous engendrons. Et que c'est pas en parlant et en communiquant sur les solutions de gestion des déchets de plastique qu'on va contribuer significativement à réduire la pollution plastique. Alors, il y a plein de moments dans votre vie professionnelle qui comptent dans cette évolution, dans ce changement dans votre rapport au plastique. Et dans votre livre, vous racontez celui où des producteurs de bananes dans les Antilles vous demandent de les aider à se débarrasser des plastiques qu'ils utilisent dans leurs champs et dont finalement ils savent plus quoi faire et qui finissent par les empoisonner. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors, je suis arrivée en Guadeloupe. À l'époque, donc, je travaillais au CIRAD, qui est le Centre international de la recherche agronomique pour les développements, où j'avais développé des matériaux en amidon de manioc pour substituer le plastique. Bon, alors c'était des matériaux quand même plus fragiles que le plastique, mais quand même qui se tenaient pas mal, tout ça, j'avais réussi à faire quelque chose de bien. Et donc du coup, on m'a sollicité en disant: «Ben voilà, les producteurs de bananes guadeloupéens souhaiteraient vous rencontrer parce qu'ils ont des problèmes avec leurs films plastiques». C'était en août ou en juillet ou en août 93. Et donc quand je suis arrivée là-bas, eh bien, voilà, ils sont venus me chercher à l'aéroport, on m'a amenée tout de suite visiter, un champ et donc je suis descendue de la voiture et c'est là où j'ai vu tous ces plastiques. C'est-à-dire que j'étais avec un gars qui me disait: «Ben voilà, regardez alors, il les attrapait d'une main et puis de l'autre derrière je voyais, des plastiques à perte de vue». Il attrapait les sachets qui étaient mis autour des régimes de bananes, il attrapait les plastiques, qui étaient au sol, ils en avaient accumulé dans les fossés tout autour parce qu'ils savaient pas quoi en faire, hein, et en me disant: «Ben voilà, est-ce que vous auriez une solution miracle justement?» Alors, là, je dois avouer que je me suis sentie tout à coup, très mal parce que j'avais voyagé de très loin. J'étais préparée à leur présenter mon travail, fruit de 10 années de recherche, mais je me suis aperçue que ce travail ne pouvait représenter qu'une goutte d'eau, dans un océan de plastique. C'est là où j'ai vraiment pris conscience de la monstruosité des quantités qu'on pouvait utiliser et la difficulté qu'on allait avoir, à pouvoir, changer ça. Dans votre livre, vous racontez même une scène dans laquelle vous avez failli être étouffé par du plastique dans votre bureau il y a quelques années lorsque vous étiez devenu professeur à l'université de Montpellier. Je suis en haut d'un bâtiment, 4e étage, c'est l'université, les bâtiments sont mal entretenus, les stores pour me protéger du soleil, je suis plein sud, ne fonctionnent plus. Et je suis abonnée à une revue qui traite justement, des emballages, et des plastiques. Et donc cette revue m'arrive dans un petit emballage plastique, régulièrement, tous les mois. Puis là, je suis partie en mission pendant quelque temps et donc ces revues se sont, accumulées sur le devant de ma fenêtre et donc c'est un vendredi soir, puis j'en ai marre de ce bazar. Je me dis: «Bon, allez hop». Et donc j'ai commencé à déchirer ces emballages et puis, j'ai bien vu que tout d'un coup, plus je descendais dans la pile et plus j'avais une espèce de poussière mais bon, je me suis pas, plus formalisée que ça. Je me suis dit: «C'est pas grave». Je nettoierai de même parce que je voyais bien que j'étais en train de mettre, de la poussière de plastique absolument partout, mais sans réfléchir à l'origine de cette poussière. Et puis je voyais bien que ces emballages partaient en miettes, tout ça. Et puis sauf qu'à un moment, ben, là pareil, sans même réaliser d'où ça venait, j'ai commencé à m'étouffer. C'est-à-dire que je ne pouvais plus respirer. Mais vraiment à m'étouffer sérieusement, hein. C'était un vendredi soir, il y avait personne, j'étais seule, je suis arrivée dans le couloir en m'étouffant, j'ai cherché quelqu'un pour me venir en aide, il y avait personne. Bon bref, ça a été un épisode terrible, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir étouffée. Et puis finalement, dans le couloir, j'ai recommencé à respirer un petit peu et puis après à reprendre mes esprits parce que j'avais un petit peu perdu conscience et puis après, ben voilà, j'ai recommencé à respirer, et en fait, j'ai réalisé que je venais d'être étouffée par, des particules de plastique et vous me dites: «Mais comment c'est possible?» Eh bien, tout simplement, dans les années 2000, on s'est dit: «Le plastique, c'est le plastique moche qu'on voit. Donc, on va rajouter des éléments, des additifs, qui sont des additifs pro-oxydants, qui vont accélérer le vieillissement du plastique. Comme ça, il va se transformer en microplastique très vite. Et qui dit microplastique dit on ne le voit plus.
et puis voilà. Et comme ça, le problème du déchet, il n'existe plus, puisque le plastique a disparu. En fait, c'était prévu pour ne pas arriver trop vite, cette dégradation, en tout cas pas pendant l'usage. Sauf que, là, comme ces revues étaient exposées au soleil, ça s'est passé très vite et que moi, je les ai laissées traîner pendant quelques mois. J'ai réalisé qu'on était en train de constituer un réservoir de micro et de nanoplastiques et qui allait forcément étouffer le reste du monde. Alors après, ces plastiques oxodégradables, donc qui se dégradaient plus vite que les autres, ont finalement été interdits. Mais n'empêche que tous les plastiques qu'on utilise, ce sont les mêmes, sauf que ça se passe sur un temps plus long. Donc ça ne va pas se passer chez vous, mais ça va se passer chez vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants. Ce sont eux qui vont respirer les particules. Et ça, je l'ai vraiment réalisé à ce moment-là. Alors si on regarde maintenant ce qu'on peut faire pour essayer de se débarrasser, non pas complètement, mais au moins le plus possible du plastique dans nos vies, quels sont les leviers qu'on peut actionner d'abord? Qu'est-ce qui vous semblerait prioritaire? Je le répète une énième fois, c'est la réduction de l'utilisation des plastiques. Par tous les moyens possibles. Que ce soit des lois avec des objectifs de réduction d'utilisation de plastique, que ce soit des taxes sur l'utilisation du plastique, je crois que tous les moyens sont bons. Mais ça serait quoi une bonne mesure à prendre pour les pouvoirs publics? Si on dit que le recyclage, il faut en faire, mais de toute façon, ça ne sera jamais suffisant, comment on fait pour réduire la production et la consommation? Quel levier on peut utiliser? Une bonne mesure, on pourrait décider de fixer à tous les secteurs industriels une réduction de 30% de leur utilisation de plastique dans les 5 années à venir, par exemple. Voilà. Dans 5 ans, vous devez avoir réduit de 30%, dans 2 ans de 10%, dans 3 ans de 20%, dans 4 ans de 40% et dans 5 ans voilà. On pourrait faire ça, Oui, tout mais simplement. pour faire ça, il faudrait aussi que suffisamment d'alternatives existent pour pouvoir remplacer le plastique par autre chose. Oui, mais c'est au secteur industriel de les développer, ces alternatives. C'est pas... Oui, mais comment vous on dire, a ce c'est problème-là. pas nous qui pouvons Ouais. le faire à leur place. Oui, mais on a ce problème-là dans d'autres secteurs. Par exemple, dans l'agriculture, on a dit à un Non, mais moment donné aux agriculteurs, vous ne pouvez plus employer tel type de produit phytosanitaire à partir de telle date. Et puis, arrivé à cette date, comme rien d'autre n'avait été développé, on leur a dit, oui, vous pouvez continuer à les utiliser. Donc, il y a aussi toujours un risque de fixer des échéances si, derrière, on ne met pas en place une organisation qui permette de dire, soit vous devez réduire votre consommation de plastique, soit vous devez la remplacer par autre moi, chose. je suis d'accord avec vous, mais en même temps, c'est eux qui ont mis en place des systèmes de production utilisant des pesticides ou des plastiques. C'est à eux d'en sortir volontairement et d'aller chercher d'autres secteurs industriels pour les aider. On ne peut pas leur amener tout sur un plateau, tout cuit, et on dit « Ah ben non, j'y arrive pas maintenant, je ne sais plus le faire sans plastique ou sans pesticides ». Après, il faut accompagner ces secteurs industriels autant que faire se peut, bien entendu. Et puis éviter aussi de remplacer la peste par le choléra, c'est-à-dire de remplacer, par exemple, du plastique avec une solution qui va être pire. Mais ce travail, il doit être fait par les secteurs industriels. On ne peut pas le faire à leur place, ça, c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut penser des alternatives qui existent, qui disent que c'est des matériaux qui sont biosourcés, des plastiques qui sont compostables? Alors, j'ai bien compris qu'en termes de volume, c'était très compliqué d'être à la hauteur des usages actuels du plastique. Mais est-ce que quand même, c'est des options qui sont intéressantes dans un certain nombre de secteurs, de se dire, je vais plutôt miser sur ces matériaux-là plutôt que sur autre chose? D'abord, je vais tout de suite couper l'herbe sous les pieds du biosourcé, parce que le biosourcé, c'est une notion un peu désuète qui date des années 70, quand on avait peur de manquer de pétrole, et on se dit « Oh là là, ressource qui n'est pas renouvelable, il nous faut une ressource renouvelable », et donc voilà, on l'a appliqué au plastique en disant « Les plastiques biosourcés, on va être capable de produire du plastique, même si on n'a plus de pétrole ». Donc c'est le cas, on est capable de produire du plastique à partir de maïs, à partir de canne à sucre. C'est le même plastique qui pose les mêmes problèmes environnementaux, les mêmes problèmes de pollution, de micro, de nanoplastiques, etc. Donc le biosourcé n'a aucun intérêt. Ensuite, derrière, on a tout ce qui est matériaux biodégradables. Là aussi, il y a eu énormément de confusion qui a été entretenue. Parce que certains matériaux appelés biodégradables, enfin un matériau qui est le PLA, l'acide polylactique, ne l'est pas en conditions
naturel. C'est-à-dire qu'il faut le collecter, le monter à 60 degrés pour qu'il se dégrade. Après, il y a d'autres matériaux qui sont vraiment biodégradables, hein. Alors là aussi, on va dire, oh, mais plus ou moins, il se dégrade pas exactement aussi vite qu'on voudrait. Oui, d'accord, mais enfin quand même, un matériau qui est dit biodégradable en conditions naturelles, c'est un matériau qui est capable de se dégrader quasiment aussi vite qu'un papier, et donc c'est la garantie que le matériau ne s'accumulera pas pendant des siècles et des millénaires. Parce que là, il y a aussi énormément de confusion qui est apportée là-dessus. Dernièrement, j'ai vu passer les gros titres, des gros titres en disant « Ah, les pailles en papier sont pires que les pailles en plastique ». Vous l'avez vu ça? En fait, c'est pas le papier qui est pire. Ce sont les PFA, les polymères perfluoroalkylés qui sont déposés en très fines couches sur le papier pour le rendre résistant à l'eau. Mais ces PFA, ce sont des superplastiques. En fait, il faut juste bien le savoir. Il serait vraiment simpliste de se dire que la solution réside dans la substitution du plastique par un autre matériau. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai parce que, bon, d'abord, c'est plus compliqué que ça dans beaucoup de secteurs. Dans certains secteurs et pour certaines applications, le plastique ne sera jamais remplaçable. Par contre, pour d'autres, il est carrément totalement inutile. Mais ça, je pense que c'est une réflexion globale de la société, c'est-à-dire que dans certains cas, oui, on va pouvoir remplacer c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans les supermarchés, on a des sacs en papier craft biodégradables, on a des sacs en coton biodégradables. Bon, mais voilà, tout se passe bien. On l'a remplacé par un matériau qui existe déjà. Il y a certainement d'autres matériaux qui vont être développés. Moi, c'est ce que je fais dans mon laboratoire. Nous développons des matériaux qui sont issus de résidus agricoles, qui ne sont utilisés ni pour l'alimentation animale, ni pour l'alimentation humaine, et qui donnent des matériaux qui ressemblent à du plastique, donc c'est du plastique, hein, mais qui sont biodégradables entièrement. Donc, garantie qu'il n'y aura pas d'accumulation. Et en même temps, c'est des matériaux qui sont aussi réutilisables et qui peuvent être décyclés, hein, de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut les retransformer en chaises, etc. Ce que je comprends en vous écoutant, c'est que vos recherches, elles peuvent servir pour remplacer une partie, peut-être une petite partie du plastique qu'on utilise, mais qu'en fait, il faut sortir de l'idée qu'on va trouver un substitut au plastique qui arriverait à faire la même chose. La solution, c'est pas de substituer le plastique. La solution, c'est aussi de faire autrement dans certains cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser du plastique. Je suis toujours un peu réticente à donner un exemple parce que c'est pas à moi à le décider. Je crois que c'est vraiment au producteur à le décider. Mais je pense que dans certains cas, on peut se dire, finalement, la production sera un petit peu moins élevée, les coûts seront du coup un petit peu plus élevés, mais je n'utiliserai pas de plastique. Parce que quelque part, si on redonnait au plastique son vrai coût, si on payait le plastique à un prix qui correspond aux dégâts qui vont être faits pour les générations à venir, on devrait le payer très très cher ce plastique et du coup on l'utiliserait pas. Je suis sûre que vous, votre pantalon en polyester, vous l'auriez pas acheté parce qu'il coûterait extrêmement cher. Si il y avait dessus une énorme étiquette qui indiquait que oui, c'est un danger, votre pantalon va tuer des générations à venir, vous l'auriez pas acheté non plus. Comment vous auriez fait? Vous seriez pas venu sans pantalon, mais vous auriez acheté un pantalon en coton ou en voilà. Donc il y a d'autres façons de faire parce que le plastique, c'est un matériau qui entre vraiment dans tout un tas d'utilisations. Donc je pense que oui, dans certains cas, on peut le remplacer, dans certains cas, on peut tout simplement s'en passer. Mais c'est intéressant ce que vous dites aussi sur le niveau individuel, parce que je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, et qu'y compris moi, je me pose. Et tous les jours dans la vie, je suis confronté au plastique et je me dis, comment je fais pour réduire aussi mon usage du plastique? Mais est-ce que au niveau individuel, c'est possible de faire des choix dans lesquels on se passe un maximum de plastique? Disons que c'est accepter de vivre autrement. Après-guerre, on a vraiment le progrès, la modernité, c'était les objets. Et donc, on s'est lancé dans cette course, en fait, à l'accumulation de biens matériels. Mais jusqu'à en devenir obèse, c'est-à-dire que actuellement les biens matériels nous envahissent. Et tous ces biens matériels, les 3/4 sont en plastique quand même. Donc, ce qui veut dire qu'on passe notre temps à travailler pour acquérir tous ces biens-là. Donc, c'est aussi accepter que notre bien-être ne viendra pas forcément d'aller faire du shopping ou d'accumuler tous ces biens ou de changer ces biens régulièrement, etc. Parce que c'est aussi ce que le plastique nous permet. C'est-à-dire que ça va pas, on répare pas, on jette, on en achète un autre. Et je pense que c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de penser notre vie. C'est un virage qui est très important, qui va être très long à prendre parce que c'est une autre façon de concevoir le bonheur.
Et c'est pour ça que je me dis, quand un virage est aussi long et difficile à prendre, il faut quand même vraiment le prendre dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut se fixer des objectifs de long terme. Et c'est pour ça que aller se perdre vers des technosolutions, perdre notre énergie dans toutes ces solutions-là, ces solutions technologiques, ben pour moi, c'est pas ça le progrès, c'est pas ça la modernité. C'est justement, ça sera s'affranchir de notre addiction aux biens matériels et d'aller vers un plaisir qui n'est plus lié à ces biens matériels. Mais Et pour moi, souvent, ça va être ça le progrès, mais la souvent, ce modernité. raisonnement-là, il s'oppose un peu justement, c'est-à-dire cette idée de changer massivement nos comportements individuels et collectifs, ben, ça s'oppose un peu parfois dans les discours à l'idée de faire de la recherche fondamentale pour trouver des technologies qui vont nous permettre de trouver des solutions à ce problème. Non, ça s'oppose pas. Moi, j'ai toujours été techno-solutionniste, entre guillemets, de par, je sais pas, mon essence, parce que j'ai passé toute ma vie à essayer de développer des matériaux biodégradables, des technologies de recyclage, etc. Mais ça m'empêche pas aussi d'essayer de penser autrement, de me dire que il y a peut-être d'autres domaines de recherche qu'il nous faut développer. Et je dois dire que je me sens encore extrêmement maladroite dans ce domaine-là. J'ai du mal à en parler, j'ai du mal à penser. Et pourtant, je sens que quand même, c'est comme un espèce de grand boulevard qui est ouvert et puis plein de choses à découvrir. Et je pense que la recherche que l'on appelle en rupture, la recherche vraiment d'innovation, pour moi, ça sera ça. Ça sera une recherche qui ira plus sur la définition d'une autre façon de vivre. Qu'est-ce qui vous permet, vous, malgré tout, de garder de l'espoir et de se dire qu'en fait, c'est possible justement de prendre ce virage dont vous parliez? Alors, si j'ai donné l'image d'un panorama assez sombre, j'en suis vraiment désolée parce que c'était pas du tout mon intention et c'est pas surtout comme ça que je le perçois. Vraiment pas. Moi, je le vois pas comme quelque chose de sombre. Au contraire, comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment un boulevard qu'on a devant nous de progrès, de vie meilleure. Et je vois pas pourquoi on s'en passerait. Et je vois pas pourquoi on continuerait à s'enferrer dans des modes de production et de vie qui ne nous apporteront rien de bon. Moi, je pense que c'est très simple. Alors, je suis pas en train de dire que ça va être compliqué. Je suis juste en train de dire, en ce qui concerne la pollution plastique, qu'on a des solutions très simples à notre disposition, qui consistent à se pencher sur les 3/4 des plastiques inutiles qui ne nous servent pas, au contraire, qui encombrent notre vie. On s'en débarrasse et on aura résolu déjà les 3/4 des problèmes de pollution plastique. Avant de vous laisser repartir vers Montpellier, je voulais savoir comment vous vivez toutes ces questions à un niveau plus individuel dans votre vie personnelle. Je voulais savoir évidemment d'abord comment vous faites pour minimiser la place du plastique dans votre vie quotidienne. Eh bien, c'est un travail de longue haleine. Comme je vous le disais, c'est des virages à prendre dans une vie. Donc moi, ça fait déjà pas mal d'années où, petit à petit, j'essaie d'utiliser le moins de plastique possible. Je dois avouer que, avec un certain succès, pas mal de difficultés, des échecs. Mon gros problème actuellement, c'est d'arriver à savoir où est le plastique. Donc, d'où une mesure prioritaire pour moi qui est d'étiqueter clairement tous les biens et les services qui contiennent du plastique. Les consommateurs doivent savoir. C'est très compliqué. Là, dernièrement, je vais acheter des draps polycoton impeccables. En fait, je m'aperçois que polycoton, ça veut dire 60% de polyester et 40% de coton. Est-ce que vous, sur ces sujets-là, il y a une œuvre de fiction, un livre, une BD, un film qui vous a particulièrement inspiré ou que vous souhaiteriez partager? Ça va pas vous informer sur la pollution plastique, mais sur le plastique, sur le rôle du plastique. C'est Le chant du styrène d'Alain Resnais, avec les paroles de Raymond Queneau. C'est un petit court-métrage qui dure une quinzaine de minutes et qui est absolument délicieux, qui va vous expliquer ce que c'est que le plastique et comment est-ce qu'il est fabriqué. Alors évidemment, il présente l'histoire à l'envers à partir de l'usage. Ce qui serait génial, c'est de refaire le même court-métrage, mais à partir des microplastiques. Est-ce que vous, au niveau personnel, il y a des choses que vous avez, d'autres choses à part le plastique, qui vous font réfléchir ou que vous avez eu envie de changer dans votre vie ces dernières années, par exemple sur l'alimentation ou sur le transport? Déjà, par exemple, j'utilise plus de bouteilles d'eau. Quand je pense que j'ai passé ma vie à porter ces packs d'eau très lourds, pensant que cette eau était meilleure pour mes enfants que l'eau du robinet, là, je dois avouer que je suis un peu... voilà, mais bon, c'était comme ça.
Même moi, je pensais que cette eau était meilleure et donc je trimballais ces packs d'eau et puis après les déchets. J'ai rempli des sacs poubelles avec des bouteilles plastiques d'eau. Bon, c'était il y a presque 30 ans, mais bon, je l'ai fait, quoi. Et là, je le fais plus du tout. Donc, je me dis, mais quelle libération. Donc, je n'achète plus d'eau. Éventuellement, de temps en temps, je la filtre parce que des fois, elle a un petit goût que je n'aime pas, l'eau du robinet. Et ça, je m'en suis vraiment débarrassée. Sinon, transport, bien évidemment, la voiture, presque plus utilisée ou très peu. J'ai toujours énormément utilisé le vélo, j'adore ça, mais je l'utilise encore plus qu'avant. Mais là aussi, c'est pareil, quand on réfléchit pas, finalement, on peut prendre la voiture très facilement et on s'aperçoit qu'on peut s'en passer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Nathalie Gontard. Merci à vous. Je dois dire qu'après cette conversation avec Nathalie Gontard, je ne regarde plus le monde avec les mêmes yeux. C'est comme si j'avais mis des lunettes spéciales pour repérer le plastique partout. La poussette de mon fils, du plastique. Les emballages de biscuits, du plastique. La chaise sur laquelle je suis assis dans ce studio, du plastique. Du plastique partout, justice nulle part. Et c'est bien la première chose que je retiens de ce qu'explique Nathalie Gontard. Après avoir passé des années à chercher le plastique le moins nocif pour l'environnement et la santé, elle est arrivée à la conclusion qu'en fait, ce plastique magique n'existe pas. Enfin, pas pour des usages massifs qui sont ceux que nous avons aujourd'hui. Parce que les plastiques produisent des minuscules particules pendant des centaines d'années et parce que ces mêmes plastiques ont de très grandes chances de finir en déchets à un moment ou un autre. En écoutant Nathalie Gontard, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au débat qu'on a sur les déchets radioactifs, ceux qui sont issus de nos centrales nucléaires et qui vont rester radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Et on débat à raison de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on peut les transformer? Est-ce qu'il faut les mettre sous terre? Comment on va les gérer? Mais en fait, je me rends compte qu'on n'a pas du tout le même débat sur les centaines de milliers de tonnes de plastique qu'on a déjà aujourd'hui et toutes celles qu'on va laisser aux générations futures sous différentes formes, dans l'eau, dans l'air, dans nos corps, dans les corps des autres habitants de cette planète. La deuxième chose est pour moi une découverte. C'est quand elle explique que on a tendance à oublier l'empreinte plastique quand on ne parle que de l'empreinte carbone. En voulant lutter contre le changement climatique, en fait, parfois, on se met à utiliser plus de plastique. C'est vrai, il vaut mieux une voiture de 500 kg qu'un SUV de 2 tonnes, et une des manières simples de peser moins lourd, c'est de mettre du plastique plutôt qu'autre chose. Alors déjà, produire du plastique à partir du pétrole, ça émet des gaz à effet de serre, mais en plus, si on crée de nouveaux usages du plastique pour la transition, on risque de se lier les mains pour le futur. Et là aussi, il serait intéressant de regarder au plus près comment on peut faire autrement pour baisser l'empreinte carbone sans utiliser plus de plastique. Le troisième point que je retiens, c'est justement le cœur des conclusions de Nathalie Gontard. Le problème, c'est notre production et notre consommation de plastique. On produit 14 tonnes de plastique par seconde au niveau mondial. C'est monstrueux et en fait, à vrai dire, pour moi, c'est assez difficile à imaginer. 14 tonnes de plastique par seconde. C'est une bonne chose de chercher des alternatives au plastique. C'est une bonne chose de recycler malgré tout, même si c'est pas sans défaut. Mais si l'évaluation de Nathalie Gontard est juste, et elle mériterait d'être précisée, si les 3/4 des plastiques qu'on utilise aujourd'hui ne nous sont en fait pas si utiles que ça, en fait, il faudrait vraiment se mettre à les recenser et mettre en place un calendrier sérieux de décrue du plastique pour que les industriels et les chercheurs se forcent à utiliser des procédés peut-être plus coûteux et parfois plus compliqués. Il faut se doter de règles collectives organisées dans le temps. Je sais, vous me voyez venir. En français courant, ça s'appelle planifier. Si on veut sortir du plastique, la première étape, c'est de s'organiser, de définir un calendrier clair avec des bornes à respecter. Sinon, on va se retrouver très vite avec 2 fois plus de plastique que ce que nous avons déjà et il sera encore plus difficile de revenir en arrière. Une dernière chose encore. Sur ce sujet, c'est vrai, je crois qu'on peut tous faire des efforts pour limiter la place du plastique dans nos vies. Même si ça m'oblige à préparer des biscuits moi-même, plutôt que de laisser pour le goûter mes enfants manger des madeleines emballées individuellement. Mais là aussi, comme sur d'autres thèmes abordés dans ce podcast, on n'y arrivera pas simplement avec notre bonne volonté et en se remontant les manches. Comme le disait un autre invité de Chaleur Humaine, César Dugast, ces gestes individuels sont indispensables, mais ils sont tout à fait insuffisants. Là aussi, on a besoin d'engagement collectif, de politique publique et de changer nos règles collectives pour réduire notre dépendance au plastique. Là aussi, je suis preneur de vos réflexions, de vos témoignages et de vos expériences. Si par exemple, vous avez fait l'expérience dans une entreprise ou une industrie dans laquelle vous travaillez de réduire l'utilisation du plastique, ça peut être intéressant de partager ça. Et puis même au niveau individuel, si vous avez aussi des expériences à raconter ou des témoignages à livrer sur comment vous faites face à tout ce plastique qui est dans nos vies, n'hésitez pas à m'écrire. L'adresse est toujours la même, chaleurhumaine@lemonde.fr.
Cet épisode a été produit grâce au génie conjugué de Cécile Cazenave et d'Amandine Robillard. Merci à elles et à leur patience infinie. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je suis très content. Chaleur humaine est désormais disponible en librairie. Le livre Chaleur humaine rassemble 18 entretiens réalisés dans le podcast et quelques idées en plus pour réussir la transition sans avoir d'indigestion. C'est toujours également une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné du grain à moudre ou s'il vous a donné envie de passer au dentifrice solide. Moi, si je suis honnête, je n'y suis pas encore tout à fait. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et une soupe de haricots noirs à la coriandre pour appeler cet automne qui malheureusement n'arrive pas à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. La semaine prochaine, nous ne parlerons pas de plastique, mais plutôt de comment faire pour parler du climat sans causer de clivages inutiles avec le sociologue Laurent Cordonnier. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires et des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous êtes encore là ? Alors venez me rencontrer mardi 24 octobre à la librairie L'Instant à Paris pour parler du livre Chaleur humaine, bien sûr du podcast et surtout de ce que nous pouvons faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.